Recording in progress. Alors, nous accueillons dans notre UE création en région, dans le cadre de ce master études et valorisation du patrimoine occitan, Rodin Kaufmann, qui, comme tous les intervenants dans le cadre de cette UE, est un professionnel de la culture occitane. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Rodin, vous compléterez. Et Rodin, vous allez nous présenter votre parcours, comment vous en êtes arrivé à ce que vous faites actuellement, et ce que vous faites actuellement, et en le faisant, et dans ce parcours, quelles ont pu être les difficultés que vous avez rencontrées, puisque comme nous le savons tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je vous laisse la parole. Alors, déjà, je m'appelle Rodin. Rodin. Oui. C'est un prénom allemand, donc voilà. C'est la prononciation allemande qui a gagné. Et je suis donc à moitié allemand, donc ça pose les choses d'entrée. Par quoi je commence? En gros, ça fait 20 ans à peu près que je travaille dans la musique en occitan. C'était pas forcément, même pas du tout le chemin que je m'étais imaginé. J'avais envie de faire de la musique, mais le paramètre occitan était assez inattendu. En fait, je faisais du rap en français. Et puis, avec des copains du lycée, on a monté un groupe. Et un des membres de ce groupe connaissait, ou en tout cas traînait avec l'équipe de Massilia à l'époque. Il était pas mal dans les événements de la Tchourme et il nous parlait régulièrement de l'occitan. Et c'était quelque chose d'assez abstrait pour moi à l'époque, même si, paradoxalement, j'en avais déjà entendu, puisque quand j'étais au collège, le collègue de ma mère, qui s'appelle Denis Capian, m'avait fait écouter Fabulous et Massilia. Donc, je connaissais Massilia et la musique occitane. Je connaissais aussi Moonjoy parce que ma mère a été amie avec eux quand elle était plus jeune. J'avais entendu la langue parce que ma mère m'engueulait en provençal, mais j'avais pas forcément conscience de ce que c'était en fait. Et du coup, voilà, je me retrouve à ce moment-là, au moment de partir, d'aller à la fac, à faire du rap en français, à traîner dans le milieu du hip-hop marseillais, à avoir voilà, une envie et des perspectives dans ce milieu-là. Et par le hasard des choses, je croise la route du coup de Gatchempeg enfin, Gatchempeg venait de s'arrêter en gros et Lukwar de la Plane était en train de naître. C'était à l'époque un peu de briques et de broc, ils ont changé souvent de personnel, on va dire. Et ils étaient arrivés à une forme au bout d'un an d'existence où ils étaient 5 et il y en a 2 qui arrêtaient. Et du coup, moi, à ce moment-là, mais sans vraiment avoir du tout de pensée carriériste ou même de me dire je vais faire ça de ma vie, voilà, j'ai découvert ce groupe et je me suis dit, mais ça, c'est notre blues à nous, c'est dans cette langue que je dois chanter et c'est ça que je veux faire. Et du coup, j'ai appris, j'ai commencé à relever des morceaux de Gatchempeg avec Denis, Vous aviez Sampierre. quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans, 19 ans par là. Et on est à Marseille, là. Ouais, moi j'étais à la fac et alors j'avais fait une première année d'art plastique, mais qui m'avait pas trop plu parce que Heu, en gros, ça destinait à être enseignant d'art plastique, en collège et lycée. C'était pas vraiment ça que je voulais faire. Je pense que j'aurais dû faire les beaux-arts, mais j'ai pas osé et ma mère qui est enseignante insistait pour que je termine un cycle, d'études supérieures. Du coup, j'ai basculé sur des études de théâtre
Euh, à l'époque, et je pense que c'est encore le cas, là, la fac d'Aix a été une des rares facs à avoir une formation professionnelle en art du spectacle. Et du coup, j'ai fait 2 ans, puisqu'à l'époque, le minimum, c'était un DUST. Et pendant ce DUST, en fait, j'ai commencé à travailler avec le Coar de la Plane et j'ai arrêté le DUST après parce que j'avais pas enfin voilà, j'avais plus le temps de continuer les études. Mais toujours est-il que voilà, je relevais des morceaux comme ça avec Denis, qui est un ami d'enfance avec qui je fais de la musique depuis le lycée. Et on est allé voir, via cet ami en commun, Manu Théron, pour lui dire, ben voilà, on chante des trucs de ton ancien groupe, est-ce que ça te dirait de nous donner des conseils? Donc il nous a donné des conseils une fois. Et après, il y a du coup, ben, ils allaient se retrouver à 3 et la fois d'après, quand on est allé le voir, en gros, sa question, ça a été: «Bon, les garçons, vous êtes sympas, qu'est-ce que vous avez prévu dans la vie?» Et on n'avait rien de prévu. Du coup, il nous a dit: «Bah, est-ce que vous voulez rentrer dans le Corps de la Plane?» Et donc on a dit oui et on a été par la suite séquestrés pendant 1 an dans une cave pour apprendre le répertoire. Et en fait, voilà, on est rentré un peu, heu, on est rentré un peu par hasard là-dedans et moi, enfin, assez vite, je me suis dit: «J'ai pas envie de chanter dans une langue que je ne parle pas ou enfin, que je comprends pas». Donc je me suis très vite, investi dans l'apprentissage. J'avais déjà un peu commencé avant, mais j'ai commencé par faire du collectage, en fait. Donc je suis allé trouver tous les locuteurs natifs que j'ai pu à Marseille et alentours. Et c'est d'ailleurs une opération qu'on a continuée avec la compagnie du Lamparo pendant quelques années après. Mais voilà comment je suis rentré là dans cette histoire de musique occitane aussi pour des raisons, personnelles. Moi, en fait, je suis né en Allemagne et quand j'ai eu 3 mois, on est parti vivre au Maroc pendant 6 ans, puis pendant 8 ans en Égypte et 2 ans au Liban. Et quand, j'étais à l'étranger, j'étais à la fois alors j'étais dans des voilà, j'ai été dans des lycées français où il y a énormément de gens de plein d'endroits différents et j'étais voilà, je revendiquais, on va dire, entre guillemets, à la fois le côté marseillais et le côté allemand. Et quand, du coup, mes parents se sont séparés, je suis venu avec ma sœur vivre, du côté de Marseille. Beh, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai bien vu que, j'étais marseillais à l'étranger, mais quand je suis arrivé ici, je savais pas ce que j'étais, en fait. Mais concrètement, je parlais pas le même français que les autres, donc et du coup, là, d'ailleurs, une des premières choses, qui m'a interpellé et à laquelle je me suis intéressé, c'était le français local. Aussi parce que j'ai grandi dans des pays où il y a des langues locales et que c'était normal. Enfin, quand j'étais en Égypte, j'ai appris l'égyptien. Quand je suis arrivé au Liban, c'était pas pareil. Et je me suis adapté et déjà en Égypte, il y a des formes dialectales, même si c'est l'égyptien du Caire, on va dire, qui est le plus parlé. Il y a au Caire beaucoup de gens qui viennent d'autres endroits et qui parlent des dialectes égyptiens différents. Et du coup, j'avais cette sensibilité qui est aussi présente en Allemagne, hein, d'ailleurs, enfin voilà, moi j'ai appris l'allemand en famille et en fait, moi, je me suis rendu compte, tard que je parlais l'allemand du Hesse, en fait, et pas l'allemand standard. Et du coup, il y avait ce truc-là de terreau, dialectal et donc dans un premier temps, je me suis intéressé au français, local, ultra local, on peut dire même, puisque je peux dire, non sans une certaine fierté, que c'est nous, habitants du Tour de l'étang de Berre, qui avons inventé, le fameux chuintement qui a gagné toute la France par la suite. C'est-à-dire qu'on parle comme ça, tu as vu? Donc ça, c'est nous. Donc merci pour nous. À l'époque, ça s'employait pas trop même à Marseille, il y avait pas ce chuintement, mais bref, du coup, petit à petit, voilà, je pense que j'ai eu besoin, moi, de me définir comme étant marseillais et pour ce faire, j'ai eu besoin d'asseoir ma «légitimité» entre guillemets. En tout cas pour moi, personne ne me l'a demandé, mais du coup, quand j'ai découvert, l'existence du provençal, de l'occitan, j'ai à la fois ressenti un manque parce que c'était une langue de famille qui ne m'avait pas été transmise
et en même temps ressenti une envie très forte d'exceller entre guillemets dans ce domaine et de me le réapproprier le plus possible. Donc j'ai vraiment passé les 10 premières années, où j'étais dans le Loukouar à maîtriser ça, à essayer d'apprendre et de maîtriser tous les aspects de cette culture que je ne connaissais pas et qui ne m'avaient pas été transmis. Et au bout de 10 ans, je me suis senti suffisamment à l'aise avec la langue et j'ai commencé à revenir à ce que je faisais avant, à savoir à écrire de la poésie et à essayer de trouver comment j'allais pouvoir combiner ce nouveau bagage avec le bagage précédent de culture américaine, de culture noire, puisque quand j'étais ado, moi, mes référents, même politiques, j'ai grandi dans mes livres. Enfin, quand j'avais 12 ans, j'avais un poster de Malcolm X et de Huey Newton dans ma chambre, donc j'étais très marqué par, la lutte des Noirs américains et la question des minorités et voilà, j'ai eu envie de trouver un équilibre entre ces différents bagages et ça m'a pris un certain temps puisque j'ai commencé par faire de la poésie, écrite du coup, que j'ai par la suite enregistrée parce que j'avais envie que les gens entendent la langue que j'utilisais qui est voilà, qui est un occitan, spécifique à Marseille et de cet enregistrement est né un disque et puis en même temps, c'est un disque assez expérimental et c'était pas forcément, ce qui me représentait le mieux, donc j'ai continué à travailler sur essayer de trouver cette musique qui me représenterait, le mieux et ça a pris, un certain temps puisque mon premier album est sorti la semaine dernière, où je pense avoir du coup trouvé cet équilibre et trouvé, ma musique. Alors je dis pas que j'ai inventé quelque chose, mais voilà, j'ai trouvé ma patte et j'avais besoin de ce temps c'était un temps qui était nécessaire parce que sinon c'est pas un équilibre, c'est du collage et un collage, moi ça m'intéresse pas. En tout cas, j'avais besoin que les choses s'interpénètrent et s'imprègnent les unes des autres et du coup, dans ce disque, c'est un disque de hip-hop dans lequel il y a des références, effectivement à certains moments à des mélodies traditionnelles. Il y a énormément de références à des créateurs, on va dire, de musique occitane qui m'ont précédé, il y a beaucoup de références à la Nova Canção qui a duré des années 60 aux années 80. Il y a, des références à plein de choses, en fait. Voilà, je ne veux pas faire une liste, mais, et du coup, voilà, on va dire ce que j'ai fait et que je fais en musique. D'avoir terminé ce disque maintenant pour moi, c'est le début d'autre chose puisque en gros, j'ai posé les bases de ce que je voulais faire et j'ai envie de le faire plus maintenant, de le faire mieux. Heu, Cet album sort sur un label américain. Donc vous parliez des difficultés, c'est un peu la conséquence, positive de certaines difficultés que je développerai après et parallèlement à ce travail de musicien, j'ai toujours aimé, enfin je suis comment dire? Je suis issu d'une famille de bricoleurs. Mes 2 grands-pères étaient artisans, enfin mon grand-père maternel était électricien de formation, mais aussi maçon et bricoleur et mon grand-père paternel était ébéniste et aussi bricoleur. Les 2 ont construit leur propre maison et ils touchaient un peu à tout et mon père était un peu comme ça aussi. Et du coup, j'aime pas me cantonner à une seule chose. Je vais pas dire: «Je suis juste musicien». Je pense que il y a des choses que j'aime faire et que j'essaie de faire bien et du coup, je dessine depuis longtemps aussi, je fais de la peinture, donc j'ai aussi recommencé à travailler dans le domaine des arts plastiques, il y a quelques années. Je fais du tatou aussi depuis 5 ans. Heu, Ce qui m'a amené à un moment à me définir un peu comme un poète pluridisciplinaire, mais ça fait une longue valise
qui est un peu, je sais pas, on dirait je suis un touche-à-tout et ce tout est en occitan. Il y a toujours une présence de poésie ou de poétique occitane dans ce que je fais, même quand je vais être, sur de la composition, instrumentale, ou sur du dessin par exemple, il y a une réflexion, enfin l'occitan a vraiment complètement intégré mon quotidien et tout est lié pour moi, je pense que tout ce que je fais en tant qu'artiste, c'est le même, c'est un même mouvement, en tout cas. Ça va dans la même direction et c'est ça qui m'a amené à me structurer en conséquence aussi. Là, ça fait 3 ans que je suis artiste associé avec Scènes Croisées de Lozère, qui est un théâtre, conventionné, qui a la particularité d'être un théâtre qui n'a pas de lieu dédié, c'est-à-dire qu'ils font une programmation sur tout le département dans plein de lieux différents. Actuellement, ils sont à l'arrêt comme, tout le monde, mais Florian Oliveres, le directeur, me suit depuis plus longtemps que ça puisqu'il avait aidé, à travers le Silo, qui est une structure d'accompagnement de projets artistiques. Il avait aidé à monter le groupe Veille et il avait aidé également enfin, du coup, c'est aussi le Silo qui avait aidé à ce que je monte la version live de mon album, qui s'appelle Pantaiclus. Et dans cet accompagnement ou ce compagnonnage, ça fait longtemps que lui et Fabien Moutet, l'actuel directeur du Stylo, me disaient de monter une compagnie. Et l'idée de la compagnie, au départ, je n'étais pas tellement chaud. Déjà parce que je me méfie du système de subvention. Pour l'avoir vu et pratiqué pendant longtemps, c'est quelque chose de très bien, hein. Mais il y a aussi un moment où certaines structures et certains artistes finissent par devenir complètement dépendants de ce système financier et monter des projets parce qu'il y a un budget et pas parce qu'il y a une nécessité réellement artistique. Enfin, moi, je tiens à garder justement cette nécessité, quoi. Si je fais quelque chose, c'est parce que vraiment j'en ai besoin artistiquement parlant. Donc j'étais très méfiant par rapport à cette question de compagnie, puis même le terme compagnie, ça me faisait penser à Maurice Béjart. Enfin, j'avais une image un peu désuète de ce truc. Et bon, après, au bout d'un moment, j'ai compris que en fait, une compagnie, c'est un peu ce qu'on veut en faire. Et du coup, j'ai monté la compagnie Neblum avec un bureau qui est super, puisque c'est des gens qui sont aussi issus du milieu occitan, mais de manière différente. Enfin, ils sont dans différents secteurs. Le président Jourdan Saïsset travaille au CIRDOC. Il gère la phonothèque du CIRDOC. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément échangé sur la question de la Novo Kansu et grâce à qui j'ai pu accéder à plein de disques. Il est pas aussi par ailleurs journaliste, passionné de René Nuit. Enfin, voilà. La trésorière Corinne Lhéritier est directrice de la calendrette Imatser des Nîmes. Du coup, elle est dans l'enseignement et la transmission. Et ça, c'était aussi un paramètre important pour moi. Et la secrétaire est Estelle Sicarini, qui, elle, est enseignante d'italien à la faculté d'Aix-Marseille et qui est aussi poétesse. Et elle est issue du milieu plutôt camarguais, traditionnel, on va dire. Et donc, voilà, ce bureau, pour moi, je trouve on a récampé un peu tous les aspects de ce qu'il pouvait avoir dans la culture occitane, provenzalo-languedocienne, on va dire, sur le territoire où on est entre Marseille et Montpellier, quoi. Et l'idée, c'est justement de rassembler toutes ces pratiques poétiques, qu'elles soient plastiques, visuelles, sonores. On est en train de monter un projet de théâtre aussi pour l'année prochaine, enfin à partir de l'année prochaine. Voilà, mon idée, c'est de décloisonner les pratiques poétiques. Parce que déjà en France, d'une manière générale, je trouve que la poésie est trop souvent cantonnée à son expression littéraire uniquement. On pense poésie, on pense à un livre. Et c'est aussi vrai dans la culture occitane. Mais dans le cas de la poésie occitane, je pense qu'il y a un besoin fondamental et urgent de l'incarner.
de la remettre dans un corps humain vivant. Il faut que cette poésie, elle soit vivante et elle soit portée par des gens vivants et qu'elle sorte des livres. Livres qui, par ailleurs, nous ont rendu un service immense puisque on a une langue qui est écrite depuis 1000 ans. Donc c'est super, on a un corpus qui est gigantesque et qui nous a permis aussi de récupérer la langue quand on ne l'a pas eue. Mais du coup, cette langue, elle se cantonne souvent à une expression écrite. Et je vois même moi, hein, je parle plus souvent occitan à l'écrit qu'à l'oral. Et du coup, voilà, j'avais ce besoin de repositionner la langue occitane et la poésie pour ce qu'elle peut avoir de vivace dans l'existence d'une langue, dans le décor. J'avais discuté une fois avec quelqu'un à l'Estivade, et en fait, j'étais pas encore dans ces réflexions, mais je trouvais que les Occitans et les Occitanistes étaient beaucoup des apprentis linguistes, souvent. Ça, on passe notre temps à s'auto-analyser, alors il y a des gens dont c'est la compétence et qu'on les écoute malheureusement pas beaucoup pour le coup. Mais je me faisais la réflexion à ce moment-là, j'avais pensé à un proverbe irlandais qui disait: «Dans chaque Irlandais, il y a un poète qui dort». Et je me disais, mais vraiment, pour qu'une langue continue d'être vivante, il faut qu'il y ait des linguistes, évidemment, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui la transforment, qui jouent avec, qui, qui fassent bouger les lignes, quoi. Et ça, c'est le rôle de la poésie, ou en tout cas de la création littéraire. Et du coup, voilà, mon travail actuel, d'une manière générale, c'est de jouer avec cette langue, de la faire vivre, de la penser différemment, de l'amener ailleurs, à des formes où on ne l'attend pas. Et c'est pour ça que j'ai monté la compagnie. Et du coup, de quelque chose qui initialement était le rassemblement de mes différents projets, c'est vraiment en train de devenir quelque chose qui devient collectif, où on va dire le projet artistique est rejoint par vraiment tous les membres du bureau. Là, par exemple, le projet de théâtre qu'on va monter l'année prochaine, il est à l'initiative de Jordan. C'est lui qui veut écrire une pièce autour de l'œuvre de René Nelly, chose que moi je ne maîtrise pas du tout, et il m'a associé en tant que comédien pour le coup à cette création. Et moi je suis super content que justement ce qui était à la base mon idée devienne notre idée, quoi. Et j'espère qu'on pourra la développer aussi beaucoup à travers des ateliers dans les écoles, et ce que je fais aussi par ailleurs depuis quelques années, et à plus forte raison en ce moment où, a priori, c'est la seule chose que je peux faire, puisque je ne peux plus faire de concert pour l'instant. Donc, je suis beaucoup dans les écoles en ce moment sur des questions qui relèvent de tout ça, de la poésie, des arts plastiques, de la place de l'occitan et tout ça. Voilà pour le petit tour d'horizon. Alors j'ai des liens, je ne sais pas comment faire, si je vous les mets dans le chat sur le côté, si vous voulez voir ça plus tard. Donc, Ou en même temps, on peut aussi... alors, je vais mettre ceux que vous pourrez aller voir plus tard, Ok. qui sont de type site internet et compagnie, où vous prendrez le temps que vous voulez pour, euh, pour voir ça. Tac. Donc ça, c'est le site de la compagnie. Tant que je vous tiens, on monte un festival qui s'appelle Nebula, dont je vous envoie le lien. Si vous pouvez voter, même voter plusieurs fois si vous avez plusieurs votes, parce que c'est un budget participatif du coup, donc c'est soumis au vote des habitants de la région. Et bon, c'est expliqué sur le site, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y avait un appel à projet où c'était vos solutions pour la culture en région. C'est très général, et on avait le choix entre trois catégories. La première, c'était jeune public, tout public. La deuxième, c'était l'écologie. Et la troisième, la convivence. Donc, encore des trucs très généralistes.
Et on a choisi Convivencia, mais je pense que le projet quand même correspond aux 3. L'idée, ça serait de proposer 6 soirées dans différents endroits de la région, entre le mois de juin et de décembre de cette année, dans lesquelles il y aurait une programmation donc une programmation classique, entre guillemets, on va dire, de concerts, éventuellement projections, danse, autour des langues occitanes et catalanes, mais toujours axé sur, du coup, de la création contemporaine. Donc, en évitant, dans la mesure du possible, une programmation qui soit axée sur les musiques traditionnelles, là, vraiment chercher de la création contemporaine. Et chaque soirée serait à la fois, dans un premier temps, et en accord préalable avec les écoles bilingues autour, un moment de micro ouvert pour la création poétique enfantine, donc, qui sera assez court. Et surtout, ce qu'on aimerait faire, c'est faire un plateau commun à chaque fois où il y aurait un ou une scientifique, un ou des poètes ou poétesses catalans et occitans contemporains et des musiciens improvisateurs qui se rencontreraient, alors avec évidemment des échanges en amont, mais sur une vulgarisation scientifique en fonction de la personne invitée. Ça tournerait principalement et beaucoup autour de la physique et de l'astrophysique, mais pas que. On a pensé aussi inviter des océanographes, des océanologues, pardon. J'ai un ami qui est paléoclimatologue aussi, qui est aussi locuteur d'occitan par ailleurs. Donc l'idée, ça serait de faire des sortes de conférences vulgarisées où il y ait un échange entre un scientifique, des poètes et des musiciens. Voilà. Donc on a posé ça. C'est pas forcément le plus grand public qu'on ait pu imaginer, mais j'imaginais, je sais pas moi, Hubert Reeves et des poètes occitans autour. Enfin, je trouvais ça cool. Je me disais, enfin, un truc que j'aurais envie de voir, quoi. Et c'est pour qu'au final, le poète qui est présent, il fasse une sorte de restitution poétique ou de Ouais, recréation à partir de... pas forcément, moi je le voyais plutôt comme une sorte de joute organisée entre des poètes et un scientifique, sachant que du côté scientifique, ça serait forcément quelque chose d'assez cadré, hein. On part sur, j'en sais rien, imaginons qu'on ait 1 heure de cette rencontre, ben, je pense demander aux scientifiques qui fassent une conférence vulgarisée de 40 minutes ou 30 minutes, avec des moments où les poètes puissent intervenir. Donc on aurait ces 2 parties verbales, ou 3 en fonction du nombre de gens, hein. Et sur cette heure, en fonction du coup, en sachant plus ou moins où on va en termes de qui seront les poètes et qui seront les scientifiques, pareil, les musiciens ne vont pas être lâchés comme ça dans la nature. Ils auront le droit d'avoir écrit, anticipé le truc, mais qu'il y ait une bande son, voire même, je pense, selon les soirées, il faut qu'il y ait du visuel. Généralement, les conférences, à plus forte raison quand on est sur de la physique ou des sciences comme ça, c'est bien qu'il y ait de la projection. Donc, peut-être avoir à la fois une projection très terre-à-terre de la part du scientifique invité, et sur la partie poésie, peut-être de la création visuelle avec des artistes numériques qui improviseraient en même temps que... Enfin, voilà. C'est encore à préciser, mais tant qu'on n'est pas élu, pour l'instant, ça n'a pas lieu. Donc, voilà. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est voter Et ça, en fait, le projet l'Odyssée. ouais, il faut créer un profil sur le site de la région. Ça prend 2 minutes. En gros, il faut donner son nom, son prénom, son mail et la ville dans laquelle on réside en région. Ils envoient un mail de confirmation, il faut le valider et après, vous pouvez voter 3 fois. En fait, vous pouvez voter 1 fois pour 3 projets parmi ceux qui sont Ah, proposés. Voilà. d'accord. Et il y en a une centaine, donc ça fait beaucoup. Et il y en a 2 où il y a de l'occitan, dont le nôtre, ce qui fait pas beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on a voulu mettre le paquet là-dessus, quoi. Au départ, on l'avait proposé comme un Total Festune l'année dernière. Évidemment, ça n'a pas eu lieu.
Donc, c'est poser la question est-ce qu'on le remonte comme un total festu? Et moi, j'ai préféré faire ça. D'une part, parce que le budget est plus important, donc on peut avoir quelque chose de plus conséquent. Et d'autre part, parce que du coup, ça remet de l'occitan à un endroit où il n'y en a pas. Ouais. Total festu, c'est super, mais ça nous maintient un peu entre nous, pour nous, avec nos petites banderoles pour qu'on sache bien que c'est des trucs occitans. Là, j'ai vraiment envie qu'on revienne dans le quotidien, qu'on revienne dans le temps présent, qu'on sorte un peu de cette invisibilité dans laquelle on est malgré nous, quoi. Du coup, tant qu'on est dans les liens, qu'est-ce que je peux vous mettre? Ben voilà, par exemple, je vais vous mettre ça qui a été un peu cette vidéo. Donc là, c'est une vidéo de présentation de ma première expo que j'ai fait il y a 3 ans, je crois. Il y a 2 ou 3 ans, qui était une commande du CIRDOC. Avant ça, bah, je faisais mes trucs dans mon coin et à un moment, le CIRDOC me vient me contacter, me dit, voilà, on a une artiste, qui veut mettre en musique des poèmes de poétesses, occitanes et palestiniennes et israéliennes parce qu'elle est, juive séfarade et qu'elle a grandi dans le Tarn et qu'elle veut, voilà, représenter ces 2 cultures dans son spectacle et elle voudrait qu'il y ait une exposition qui suive le spectacle. Et donc ils font appel à moi et en gros, ben, moi j'ai eu le même corpus de texte qu'il y a eu pour le spectacle. Par contre, j'ai demandé à pas écouter la création du spectacle pour pas être trop influencé. Je voulais que cette expo puisse avoir une existence propre. Et du coup, ben, j'ai créé une installation, on va dire, plus qu'une exposition, dans laquelle il y a des collages de photos. J'ai acheté un lot de 500 photos de femmes à un photographe dans le Var, sur eBay. Je pense qu'à chaque fois qu'il faisait des photos, il en faisait en plus et du coup, il y en avait en plus. Alors pourquoi c'est que des femmes, ça par contre, je ne veux pas savoir. Mais en tout cas, ça m'arrangeait bien. Donc j'ai fait des triptyques avec ces photos. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai pas là. Ah ben, vous verrez dans le truc, mais j'ai fait des triptyques à chaque fois en essayant de trouver des liens entre des photos qui n'en avaient pas forcément. Et ces triptyques, je les ai mis en écho à des citations des différents poèmes. Je prenais des phrases comme ça. J'ai fait aussi des collages entre des cartes postales de la Côte d'Azur dans les années 60 en couleur et des cartes postales de Palestine en noir et blanc, avec toujours ce même système de mise en confrontation avec des citations. J'ai dessiné un oiseau parce que, en fait, je voulais faire une sorte de jardin intérieur, de jardin méditerranéen, comme il y a encore dans les maisons au Maroc et comme il y avait dans les villas romaines aussi, cette espèce de salle d'eau ouverte où il y a souvent des oiseaux. Donc, j'ai dessiné un oiseau, je me suis filmé en train de le dessiner. J'ai fait une vidéo avec ce film dans lequel j'ai créé une partie musicale à partir des enregistrements des différentes poétesses que j'avais. Il y a 4 mètres carrés de carrelage en terre cuite au milieu, que j'ai sérigraphié partiellement et que j'ai peint, sur lesquels il y a des métronomes qui jouent de manière désynchronisée en même temps que la vidéo. Ça, c'est alors en creusant un peu, je vous le dis, mais j'ai pas un problème, mais j'ai une fascination pour le temps. Et aussi, du coup, je pense que ça rejoint ma passion pour l'astrophysique, hein. Là, la question du temps est très présente et du coup, les métronomes, c'est intéressant, d'autant plus quand ils ne sont pas synchronisés, puisqu'il y a toujours un moment où ils finissent par se rejoindre. Et du coup, voilà, l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'assez organique qui vienne en plus de la vidéo qui, elle, était enregistrée. Et du coup, voilà, je vais vous laisser regarder ça. On n'a pas le lien de Non, mais parce l'expo. que je ne l'ai pas mis encore. Ah, d'accord. Voilà. Ah,
sur YouTube. C'est la voix d'Aurélia Lassac. Hein. Tout à fait. Ouais. Le texte est aussi d'elle. Alors, le texte, paradoxalement, celui que Escoute Saraté Ouais. est le seul texte qui n'était pas d'une femme. Ah, Je l'ai appris après coup. C'était un texte d'Alem Suré Garcia. d'accord. Et bon, du coup, voilà, ça a été un peu, ça a été un peu salvateur pour moi. Enfin, j'ai saisi cette occasion. Je pense que j'ai mis tout ce que j'avais à ce moment-là. J'ai peut-être un peu trop, mais du coup, j'ai gardé en tête l'idée de continuer à explorer ces possibilités, ces champs d'action, et j'aimerais bien, un peu sur le même principe, faire une exposition autour de mon album, de décliner du coup différents détails dans des formes plastiques, mais j'ai pas eu le temps encore. Après, toujours dans ce qui concerne les arts graphiques, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais plus récemment, j'ai fait ça, qui est la couverture du disque de Koukagne. Puput. Ouais, 1 minute 08. On peut le regarder. En fait, il faudrait partager l'écran, mais après, ce que je ne sais pas, c'est sûr.
on partage l'écran, on partage le son avec. Je ne sais pas non plus. Je Et pense ouais, qu'en plus, et en celui-là. partage d'écran, il y a une perte de qualité aussi. Donc, autant. Ah ouais. Ok, donc on le Bon, regarde. ça reste de toute façon dans le chat si vous voulez le voir plus tard, quoi. Ah ouais. Donc ça, c'est la vraie taille du puput, pour ceux qui ont vu ou qui ont le disque. Super. Ah, top, top. Ok, tout le monde l'a vu? Bon, alors là, ça, bah, c'est lié au fait que Caro et Lila sont des amies de très longue date et elles savent que j'aime bien dessiner les oiseaux. Et quand elles ont choisi du coup d'appeler leur disque comme ça, bah, elles m'ont demandé de dessiner un oiseau. J'ai un truc avec les oiseaux, je sais pas. C'est vraiment s'il y a vraiment quelque chose que j'aime dessiner, que je sais dessiner, c'est les oiseaux. Et du coup, alors après, je sais pas, je parlerai bien volontiers des clips que j'ai fait avec Amic, ou en tout cas qu'Amic a fait avec moi, plutôt. Amic Bedel, qu'on recevra aussi bientôt. Ouais, voilà, j'ai vu que vous le verrez bientôt. Amic, on se connaît depuis très longtemps et je pense que c'est un peu mon alter ego, on va dire. On s'est rencontrés, on était au tout début de nos aventures respectives dans nos champs d'action respectifs. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses que j'avais demandé à Ami que je voulais faire il y a plus de 15 ans. Et il m'avait dit, ouais, mais non, mais c'est trop compliqué, machin. Et au final, on les fait maintenant. Donc, au départ, ce qui s'est passé, c'est que Amik, donc, il a commencé à faire des clips pour tout un tas d'artistes. Et à un moment, il m'avait dit, mais au tout début où je commençais à travailler sur mon album, même un peu avant, il m'avait dit, j'aimerais tellement pouvoir faire un clip pour tel type de musique en occitan, et je sais que toi, tu es capable de le faire. Et c'était le moment où moi, je commençais vraiment à essayer justement de rejoindre toutes ces esthétiques. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis de côté, mais je vais vous le chercher en même temps. Et donc, j'avais, par le hasard des choses, rencontré à Marseille, à travers des copains, un rappeur américain qui faisait plus ou moins partie de la galaxie Wu-Tang. Donc, il était plus issu du même quartier que les mecs du Wu-Tang. Et on avait parlé, et il se trouve que sa mère était native américaine. Donc, la question justement des minorités, tout ça, ça l'avait vachement intéressé. Et on s'était dit, bah, ça serait bien de faire un morceau ensemble. Et finalement, on n'a pas pu le faire tant qu'il était à Marseille. Donc, on l'a fait, lui en enregistrant à New York et moi en enregistrant à Marseille. On a fait ce morceau et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on a fait un concert à New York avec le Quar et Amik tournait un clip en Martinique. Donc on s'est dit, ben, feu, on se rejoint tous à New York et on tourne le clip d'Indigna à ce moment-là.
Et du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. Et ça a été la première vraie collaboration entre Amic et moi, qui n'a pas eu à l'époque l'écho qu'on espérait, mais on était aussi assez naïfs et peu au courant de ce qu'on aurait dû ou pu faire en termes de communication. On a juste fait le clip et on s'est dit, ouais, pour nous, c'était tellement énorme d'avoir fait ça que. mais, mais du coup, voilà, et suite à ça, ben, j'ai commencé à travailler sur mon album. Et, et dès le départ, Amic a été partie prenante dans les encouragements qu'il a pu me prodiguer. Et puis il m'a accompagné tout le long de cette histoire. Et donc, on a actuellement sorti 2 clips sur cet album. On est en train d'en tourner un 3e. On en a 2 autres dans les tuyaux, mais on ne sait pas trop. Mais on va certainement les faire d'ici cet été. Pour finalement, je vous dévoile tous mes plans, mon hold-up du siècle machiavélique. Pour finalement, en fait, dévoiler au public que tous ces clips sont liés. Chose qui ne se remarque pas pour l'instant sur les 2 premiers. Mais en fait, a priori, si tout se passe bien, du coup, en septembre ou à la rentrée prochaine, on sortira Pantaiclus, le film, enfin, je ne sais pas comment on l'appellera, mais un long clip de 20 minutes qui contiendra les clips qu'on aura sortis au préalable, plus tout un tas de transitions, de versions inédites qu'on a déjà enregistrées et tournées. Voilà, le travail un petit. Alors, si vous voulez, je vous mets les 2 autres. Le premier, ça a été Lisa Le Dautin, qu'on avait tourné déjà il y a quelques années, puisque le morceau a été écrit depuis un moment. Et on savait que ça serait le premier. Et du coup, on savait que c'était un morceau compliqué, entre guillemets, pour un premier single, parce qu'il n'est pas très conventionnel, parce qu'il y a 4 refrains, puis un long couplet, puis 4 refrains différents. C'est pas une forme que les gens attendent forcément. Et en plus de ça, dans le clip, on ne me voit pas. C'est un court-métrage et c'était une volonté. Du coup, on l'a vraiment joué comme ça, aussi pour marquer le fait qu'on est sur un pied d'égalité et que le travail d'Amic n'est pas un faire-valoir pour vendre mes morceaux. C'est un cinéaste et moi, je fais de la musique. Et quand on est dans un cadre de cinéma, la musique accompagne le cinéma et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que la musique dans ce clip a tendance à disparaître à des moments pour faire place au son d'ambiance. Enfin voilà. Même à la fin du clip, le morceau disparaît totalement pour laisser juste la voix de Max Rouquette. Donc ça, c'était le premier, où on s'est bien fait chier à aller trouver un ours dans un parc animalier avec un dresseur, machin. Et cet été, du coup, on a tourné le 2e, qui est Raider la Lune, qui est un clip qui est beaucoup plus conventionnel, on va dire, en tout cas qui joue avec l'esthétique de clip de rap. Même le morceau est plus conventionnel avec un refrain, un couplet classique. Là, pour moi, l'idée, c'était de montrer un peu mon intimité, puisqu'on a tourné chez ma mère, chez ma grand-mère. Enfin, tous les lieux qu'on voit dans le clip sont des lieux où j'ai grandi, dans les Hautes-Alpes, c'est la maison de mon grand-père. On a fait une sorte de ligne en fait entre Marseille et les Hautes-Alpes. Tout le long de la Durance, j'ai des points de chute et des endroits où je suis allé souvent et du coup, voilà, donc c'est des paysages un peu de mon odyssée à moi. Oui, c'est mon royaume, quoi. Et le 3e, on l'a tourné en partie en Aveyron, en partie dans le Cantal, et on va terminer ce week-end, a priori, dans les Pyrénées. Et dans celui-là, l'accessoire principal,
C'est un Cournil. C'est un 4x4 agricole qui a été inventé par Monsieur Cournil dans les années 50. Il avait racheté des Jeeps à l'armée américaine et il était mécano à Aurillac. Il a transformé ces Jeeps pour en faire des 4x4 indestructibles qui, paradoxalement, ont disparu dans les années 70-80. Ça a été racheté par une compagnie portugaise dans un premier temps qui maintenant fait les 4x4 de l'armée portugaise. Et on a trouvé du coup un club de paysans collectionneurs de Cornil qui nous en ont prêté un. Et du coup, ben, dans celui-là, c'est la débandade. Je je sais pas si je dois vous le pitcher. Allez, si, ouais, je suis dans ce Cournil et je suis fiévreux et seul. Et il neige tout autour et je finis par me planter dans la neige et je tombe et je sors et on ne sait pas qu'est-ce que j'ai. Et c'est très chiant à tourner parce que du coup, il faut marcher dans la neige en tombant pendant toute la journée. Et finalement, je finis par tomber sur le dos et une force invisible m'emporte et je glisse sur le dos en frappant le deuxième couplet, chose qu'on n'a pas encore tournée. Alors, s'il y en a qui sont amis avec moi sur Facebook, c'est pour ça que je cherchais des motoneiges et finalement, on a trouvé une solution. Le treuil, ça ne va pas assez vite. Enfin, on a trouvé une solution technique, donc on va pouvoir le faire dans les Pyrénées ce week-end. Parce qu'il fallait me tirer en gros à quelque chose de l'ordre de 10 km/h pendant 2 minutes. Donc, on a essayé avec quelqu'un qui me tire, mais c'est épuisant. Donc, il n'arrivait pas à tenir les 2 minutes. Donc, voilà, on a trouvé une solution. Et finalement, ça s'arrête au milieu de ça, sans qu'on sache trop pourquoi. Et je me réveille dans un château, dans une armure, avec la tête quasiment dans un feu, enfin, en gros dans une cheminée, quoi. Et on se rend compte que je suis au Moyen Âge. Et c'était une façon pour nous de faire un peu un pied de nez à on va dire au système de pensée français qui nous situe dans le Moyen Âge, dans ce truc où finalement l'Occitan c'est le passé et donc on s'est dit ah ouais on est dans le passé, ben on va vous montrer le passé. Voilà. Et pour la petite histoire censément, donc du coup on a loué l'armure à un fabricant d'armures de cinéma qui est entre Toulouse et Bordeaux. Je ne me rappelle plus exactement où il est. Et c'est lui qui avait fait les armures du Jeanne d'Arc de Luc Besson. Et il est très, très cool. Et en fait, du coup, les 2 clips qu'on a potentiellement envie de tourner d'ici cet été, il y en a un des 2, c'est un clip en armure. C'est un film, c'est un court-métrage au Moyen Âge. On va jouer la carte à fond, quoi. Histoire de bien me mettre dans des situations compliquées et dangereuses. Oui, ce sera une belle performance. Mais est-ce que d'une certaine façon, c'est pas alimenter le cliché que de mettre en scène le Moyen Âge, même sur un mode Ben, ironique ou parodique? c'est une carte délicate, effectivement, hein. Moi, je suis encore à l'heure actuelle un peu mitigé, mais je fais confiance à Amic puisque c'est aussi quand même, par ailleurs, une matière visuelle assez forte, quoi. L'idée là, c'est pas de toute façon, ça va être quelque chose d'assez réduit. On va pas faire des batailles avec 600 personnes. Là, c'est suivre 2-3 personnages dans une sorte de huis clos. Enfin voilà, ça reste encore à définir, mais en tout cas, on a cette carte-là du spécialiste aussi. Parce que j'ai appris beaucoup de choses sur les armures en allant voir ce gars, finalement. J'ai plein de choses que je ne savais pas. Et il y a plein de choses qui sont fausses dans les films du Moyen Âge, d'ailleurs. L'armure telle qu'on la voit, en fait, il m'expliquait que tout ce qu'on sait des armures, on le sait des armures d'apparat. Et parce que les armures de combat, elles ont quasiment toutes été recyclées, fondues, et c'était jamais aussi
beau et aussi uni et bien foutu que ce qu'on a sur les armures d'apparat. C'était généralement du recyclage. Quand il y avait une armée qui gagnait sur une autre, ils récupéraient tout, quoi. Quitte à le refondre et du coup, les armées n'étaient pas du tout comme on les voit dans les films, avec une seule couleur, des uniformes. Enfin voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses en faisant ça aussi, quoi. Mais du coup, voilà donc ce que je fais et pour rebondir sur les difficultés, il y a des difficultés qui sont inhérentes à des choix que j'ai faits. Il y a des difficultés qui relèvent vraiment de ce que je fais. Les difficultés inhérentes à mes choix, c'est que dès le départ, là, j'ai monté la compagnie pour tout ce qui est production de spectacles et tournée et tout ça, où là, il est clair qu'on va demander des subventions et qu'on va rentrer dans ce système de fonctionnement. Pour la production de disques, dès le départ, j'ai tenu à être complètement indépendant. Donc, j'ai une autre structure qui est mon label. Et cette structure est complètement autofinancée. C'est-à-dire que ça fait des années, depuis que la structure existe, que je travaille sur différentes choses, puisqu'on a un code APE assez large. Je fais par exemple du graphisme et de la création graphique pour des boulangers, de la vidéo pour des restos. Je fais plein de gâches, comme on dit en Provence. Et sur tous ces trucs-là, je ne me paye jamais. C'est de l'argent qui sert à pouvoir fabriquer des disques, à pouvoir payer une partie des clips avec Amic. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce disque a pris vachement de temps, c'est que j'ai voulu le faire correctement aussi en respectant tous les gens avec qui je travaillais. Donc, quand j'ai fait appel à une illustratrice aux États-Unis, elle m'a dit c'est tant, j'ai payé tant. Quand j'ai travaillé avec un photographe, il m'a dit c'est tant, j'ai payé tant. Pour le studio, pareil. Et du coup, ça m'a demandé à moi beaucoup de travail en parallèle pour pouvoir le financer. Donc ça, c'est une des premières difficultés, c'est que, pour résumer, le milieu de la musique est compliqué, le milieu de la musique en occitan l'est d'autant plus d'un point de vue économique. Il pourrait être rentable. Quand j'entends rentable, ça veut dire de récupérer ce qu'on a investi, mais l'engagement du public est très faible. À plus forte raison maintenant où il n'y a pas de concert. Mais je vois que c'est assez difficile d'amener les gens à acheter de la musique physique en occitan. Ça, c'est une difficulté. D'autant plus que j'ai absolument pas envie de forcer la main, quoi. Mais pour donner un exemple, là, actuellement, j'ai pressé 1000 CD, on a 200 vinyles et je vais faire 50 cassettes. Bon, les cassettes, c'est encore autre chose, c'est vraiment de la micro-niche. Mais sur les 1000 CD et les 200 vinyles, si je les vends, j'ai concrètement, déjà, je me rembourse et j'ai de quoi en produire un autre album derrière. Mais, alors, c'est pas des chiffres énormes, hein, mais pour autant, c'est super difficile d'arriver à écouler ces stocks. Donc, après, c'est lié aussi à toute une mécanique, hein. Moi, depuis le début, je veux être indépendant sur tout et je sais que tout est interlié. C'est-à-dire que on vend des disques principalement sur les concerts, donc il faut qu'il y ait des concerts. Et l'un finit par alimenter l'autre. C'est-à-dire que si on a suffisamment de concerts pour vendre des disques, on génère un pouvoir de production qui nous permet à certains moments de prendre le relais. Par exemple, on va avoir une date importante à faire, mais elle n'est pas suffisamment financée. On peut quand même la faire parce qu'on a vendu des disques. C'est deux comptes qui se complètent. Et j'ai tenu à avoir cette indépendance aussi de par l'expérience que j'ai eue avec le Cuore della Plana, où on a vendu peut-être 15 000 albums, des deux premiers, en tout cas le dernier, je n'ai pas trop suivi, mais des deux premiers, on a vendu une quinzaine, 15 000 exemplaires. Et je pense qu'on en a vendu plus de 90% sur les concerts. Et pourtant, on était quand même en coproduction avec un label, avec en plus de ça une distribution chez Universal,
qui faisait que chaque fois qu'on vendait un disque sur un concert, il y avait quand même une part qui allait au label, une part qui allait au distributeur. Et je me disais, mais à quoi ça sert de filer de la thune à des gens pour une forme enfin, comment dire, de représentation, de prestige qui n'a plus lieu d'être, en tout cas dans nos types de musique et dans notre secteur. Avoir une distribution, je ne vois pas à quoi ça sert. Effectivement, si on est Maître Gims et on a principalement un public qui va acheter dans les grandes surfaces, il faut une distribution. Quand on fait de la musique en occitan, la plupart du temps, soit on les vend directement, soit les gens vont les chercher sur un site en ligne. Donc, il n'y a pas besoin de distributeur. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, on s'affranchit de tout ça. Donc là, je suis quand même dans la position la plus confortable, entre guillemets. Je suis auteur, compositeur, producteur de ce que je fais. J'ai la main sur tout. Pour autant, c'est difficile d'arriver à écouler ses stocks et bon, on verra. Après, avec le paramètre du coup du label américain, c'est peut-être quelque chose qui va un peu changer la donne. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est qu'on est face à une économie qui est compliquée, qui pourrait devenir équilibrée, voire positive, et qui le devient dans certains cas, hein. Je pense que peut-être des groupes comme Nadao notamment, qui sont des gros vendeurs dans ce secteur-là, n'ont pas ce problème. Après, on peut aussi les citer en tant qu'exemple de rentabilité, dans le sens où ils ont payé un graphiste une fois il y a 20 ans pour faire une affiche, et elle est toujours là. Donc, mais même, je vois hein, sur les plateformes de streaming et sur YouTube et sur Spotify, Nadao, ils ont une très bonne présence. Il y a un gros engagement de la part du public sur leur truc. Donc, bon, après, ça fait longtemps qu'ils sont là, effectivement. Mais il y a cette difficulté, donc il y a la difficulté économique et en tout cas la difficulté d'indépendance économique, puisque j'aurais pu aussi basculer sur une autre forme de raisonnement et me dire je demande des aides pour le disque et si on les vend pas, tant pis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de fabriquer des disques pour dire j'ai fabriqué un disque, c'est de faire en sorte qu'il soit écouté par le plus de gens possible. Et la deuxième difficulté, elle est comprise un peu dans la première, c'est que c'est en occitan. Et concrètement, ça fait maintenant 20 ans que j'ai vu plein d'aspects de ce métier. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a un cadre dans lequel on est toléré, musicalement ou artistiquement parlant, et il y a un cadre et le hors-cadre est très difficile. Et je dis bien toléré. Je ne parle pas encore de respect, ce qui est une étape, je l'espère, à venir. Le cadre de la tolérance, c'est toujours le même, c'est celui qui va faire appel au lexique de la revisite, au lexique du dépoussiérage. Donc, je le vois encore, hein, là, j'ai eu un article dans l'IB il y a 2 semaines, partagé avec San Salvador, Koukagne, Chris Men et étrangement un groupe haïtien, donc d'un autre pays, peu importe. En tout cas, voilà, on continue encore en 2021 à décliner ce lexique-là et comment dire, le rapport de la presse spécialisée ou de la presse parisienne à de la musique en langue régionale est toujours la même, quelle que soit la proposition en termes de style. Il y a des étapes qui sont toujours les mêmes. La première, c'est de faire un amalgame entre tout. On met dans le sac tradition le fait que c'est dans une langue, sachant que tradition, déjà pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est? Moi, je fais l'Enchoyade le 24 décembre au soir, c'est une tradition. Mais est-ce que ça a à voir avec ma musique? Je ne crois pas. Pareil, j'aime bien porter des éléments de tissu traditionnel provençal parce que ça fait partie de ma culture. C'est aussi quelque chose que j'ai là. Voilà, donc j'ai des motifs de tissu provençal sur le bras, effectivement, mais ça n'a pas de lien avec ce que je propose musicalement, par exemple.
Donc déjà, il y a ça. Il y a un premier truc, c'est on fait un amalgame de tout et on appelle ça tradition. La deuxième étape, c'est de poser comme un postulat, voilà, qu'on ne remet pas en question. C'est communément admis que tout ça, là, ce truc, c'est ringard. Voilà. Et du coup, la troisième étape, ben, c'est de nous prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres et qui seraient que, ben, sans l'expliciter, pour rendre ces traditions ringardes acceptables à un public français, on les dépoussière. Et en ce moment, du coup, comme je suis en période de promo de mon album, j'ai l'impression de passer mon temps à faire le ménage. Je dépoussière tous les jours, là. Et du coup, alors je suis en réflexion depuis longtemps, hein, mais là, j'ai envie d'écrire, je ne sais pas si on peut appeler ça une sorte de manifeste, mais une réponse en tout cas à ça. Parce que ma conclusion, finalement, c'est que déjà, je ne considère rien de tout ça poussiéreux. J'aime les traditions, même si je ne les pratique pas, hein. Moi, les cavalcades des bio ou les trucs de Camargue, je connais. C'est pas forcément des trucs, voilà, même les sorties en costume, les danses folkloriques, pour moi, tout ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est des choses que j'apprécie, qui font partie du panorama de mon quotidien. Et de la même manière, pour moi, il n'y a pas de poussière sur un livre du XIVe siècle, qu'il soit en occitan ou en français, en fait. Et donc déjà, voilà, il y a pas de poussière de mon côté. Heu, En revanche, là où il y a de la poussière, selon moi, c'est, c'est sur ce système de pensée qui est extrêmement daté. C'est un système de pensée du 19e siècle, en gros, et on te sort ça dans des magazines hype comme si c'était le truc le plus cool à faire. Penser que la culture de l'autre, quel qu'il soit, est poussiéreuse et qu'elle devrait se dépoussiérer pour que je la prenne en considération, c'est un truc ringard. Mhm. C'est et j'ai envie de dire, le Moyen Âge doit changer de côté, en fait. Le Moyen Âge est du mauvais côté. Pour moi, voilà, c'est Mhm. la pensée du passé, c'est celle-là, c'est pas la mienne. Moi, j'essaie simplement d'être qui je suis avec mes apports culturels différents, dont l'occitan, et d'exister au quotidien. Et finalement, la difficulté, elle est là-dedans. C'est pour ça aussi que la question de la temporalité m'intéresse et m'interpelle. C'est que dans ces fameux discours fourre-tout qu'on nous sort à chaque fois comme si c'était le truc à dire le plus cool, il y a «Ah ben c'est génial, vous êtes entre tradition et modernité». Bien sûr. Alors déjà, ça sous-entend qu'il y a une chaîne temporelle dans laquelle la tradition, c'est avant et la modernité, c'est maintenant, et c'est le maintenant de la France, française, qui parle français. Mais déjà, voilà, je pense que quand j'écrirai mon texte, je vais le spécifier. Pour moi, la modernité ne m'intéresse pas. La modernité, c'est, au mieux un concept capitaliste qui sert à vendre des de l'amiante dans les années 50, par exemple. Voilà, ça c'était la modernité. C'est une surenchère sur le présent. Nous, je pense que tous autant qu'on soit des musiciens traditionnels ou des gens qui sont dans la même démarche que moi, ce qui nous intéresse, c'est pas la modernité, c'est le présent. Ce qu'on veut, c'est être là dans notre temps présent. Et ça, on nous le refuse, puisqu'on nous situe forcément dans quelque chose qui est entre avant et le présent. Déjà, de fait, voilà, arriver à rompre ce 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 système de pensée qui fait qu'on n'a pas le droit d'être là. On n'est pas, voilà, on a le droit de visiter la France depuis le passé, en étant un peu presque dans le présent, mais pas trop. Et ça, c'est pas une idée que j'ai envie de valider. Et Mhm. du coup, je reviens à ce que je disais au début, où il y a un cadre dans lequel on est toléré. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, alors peut-être parce qu'il y a eu des groupes comme le Quar ou d'autres avant qui ont un peu cassé les portes à coups de hache, mais c'est comme, voilà, on a le droit de revisiter. On a le droit de faire de la polyphonie avec des chansons traditionnelles, ça passe. Parce que
quelque part, comme c'est quand même lié au passé, euh, comment dire, ça reste du divertissement en fait. Ça ne représente pas, même implicitement, même ça ne représente pas de revendication en fait. Alors que si je fais du hip-hop en français, du hip-hop en occitan, je veux dire, concrètement, je fais appel à une forme musicale qu'on ne peut pas placer dans le passé. Et en gros, c'est comme si, enfin, je trouve que, comme je le ressens, hein, je pense que ce qui dérange, c'est que j'utilise une forme à laquelle je n'ai pas droit normalement. Et du coup, ça dérange parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Oui, je crois qu'en France, on aime les étiquettes. Il y a des cadres et on y entre ou on n'y entre pas. Mais ce que vous décrivez là sur la façon dont les journalistes peuvent écrire dans l'IB, par exemple, ou ailleurs, le dépoussiérage, je suis sûr, il faudrait faire l'expérience, mais quasiment sûr, que si on allait chercher les articles qui avaient été écrits sur Massilia, sur les Fabulous, dans ces mêmes milieux, peut-être on trouverait les mêmes expressions. Ah oui, oui, Le mais truc sur tradition et modernité, c'est un depuis mille fois, poncif. là, à partir du moment où une place a été faite à un artiste régional dans le paysage français, ça a été vraiment. C'est pour ça que je parle de tolérance et pas de respect, en fait. Ça, on nous tolère tant qu'on reste à notre place. Hmm. Avec la place que cette... Ce qui est terrible, c'est que c'est presque inconscient, en fait. Oui, C'est pour ça, moi, j'ai c'est pas, pas. comment dire, je développe pas d'animosité personnelle, mais en gros, à un moment donné, alors je vais y aller avec des pincettes, mais ça rejoint aussi quelque part toutes les réflexions qu'on a actuellement sur l'éducation des hommes et les mouvements féministes. C'est une question d'éducation. À un moment donné, ben, comme on a compris finalement que ben, c'était peut-être pas bien de faire des blackface et de prendre un pseudo-accent africain quand on voit quelqu'un qui vient d'Afrique, arrêtez de mettre des méridionaux débiles dans les pubs. Euh, et arrêtez de croire que parce qu'on ne parle pas en français, on est incapable de parler de choses du présent, quoi. Hmm. Ça, c'est une question d'éducation et c'est une question de déconstruire un système de pensée dont la France n'a pas conscience. Qui parle des Jacobins à part ceux qui en sont victimes? Voilà, le système jacobin, il attaque spécifiquement une certaine catégorie de la population. La plupart des gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas que ça existe. Euh, et ce qui est terrible, c'est aussi, voilà, en connaissant l'histoire de France, de se dire que la Révolution française a été faite par des gens qui étaient majoritairement non locuteurs de langue française. Et quelque part, cette révolution leur a été volée dans les années qui ont suivi avec le système de la terreur. Et voilà, enfin, on aurait pu avoir une République française qui aurait été fondée sur les principes des Girondins ou des Montagnards. Ça aurait été un pays complètement différent. Ouais, ben, on refait pas l'histoire. On ne refait pas l'histoire. Cependant, c'est en la connaissant qu'on peut déconstruire ce genre de choses, de Tout dire à que fait. c'est pas un principe absolu que le français soit la seule langue de France. Ce n'est pas un principe absolu de la République qu'il faille forcément... il y a quand même 300 langues régionales en France. Il y a, je pense, plus de locuteurs bilingues d'une langue régionale et du français que de gens qui ne parlent que le français. Et pour autant, on est invisible et on est perpétuellement soumis à ce type de jugement. Hmm. C'est-à-dire qu'on nous dit, mais non, mais tu n'es pas vraiment un citoyen encore complètement, quoi. Hmm. Ça, c'est pas normal. Et de ce point de vue, alors je ne sais pas comment on peut faire évoluer des schémas de pensée qui sont effectivement très anciens, très profondément ancrés et qui, Il faut s'y re- risquer. c'est difficile. Mais Et pour le la truc, France, c'est c'est difficile. Mais moi, la question que j'avais envie de poser, c'est maintenant, on est à l'heure de la mondialisation, de la globalisation. Internet tout permet d'aller partout. Et est-ce que, de ce point de vue, il n'y a pas ou il n'y aurait pas des possibilités en cherchant
une reconnaissance et une légitimité en dehors des frontières nationales. C'est un peu effectivement ce qui a fait que j'en suis arrivé à travailler avec des Américains. C'est que ce prisme-là, il est interne. Il y a d'autres pays qui l'ont, hein. À partir du moment où un pays a une minorité non reconnue sur son territoire, les mécaniques sont souvent les mêmes. Voilà, il a fallu énormément de temps et il y a encore énormément à faire pour que le gouvernement de Nouvelle-Zélande admette des députés maoris, que la langue maori devienne officielle. Voilà. Et Donc ce n'est moi, pas le pire exemple au monde. c'est pas le pire exemple. Je suis un peu tout ce qui se passe, hein, dans le monde entier. Effectivement, moi, j'étais dans cette impasse-là par rapport à mon disque. Et je cherchais quelqu'un pour gérer la presse, en fait, l'attaché de presse, quoi. Et les réponses que j'ai reçues, les plus positives, étaient que la musique était très bien, mais qu'ils ne savaient pas comment défendre le fait que je sorte un disque de ce style-là en occitan. Ils ne voulaient pas s'y risquer, en gros. C'est-à-dire qu'effectivement, à tous les niveaux de ce combat ou de cette démarche, il y a des efforts à faire. Et tout le monde n'est pas prêt à les faire. Moi, je l'ai fait parce que voilà, c'est mon combat. Amic l'ai fait avec moi parce que c'est le sien aussi. Et du coup, on était dans cette impasse de se dire non, j'ai pas envie de sortir un disque de hip-hop et de le classer en musique du monde pour faire plaisir au milieu français. Ce n'est musicalement pas pertinent et j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. C'est pas parce que c'est en occitan que c'est des musiques traditionnelles. Il faut sortir de ça. Il faut qu'à un moment donné, on puisse accepter qu'on existe ailleurs. Donc, il faut qu'on fasse cette place-là si elle n'existe pas pour nous. Et c'est comme ça qu'on en est venu à travailler avec Fake Four, qui est un label qui prend en considération les minorités énormément. Énormément de leurs artistes sont issus de minorités. Donc, eux, ils ont écouté la musique, ils ont trouvé que c'était cohérent musicalement avec leur catalogue, et ils ont écouté l'histoire, et ils ont trouvé que l'histoire était cohérente aussi avec leur pool d'artistes. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté de sortir ce disque, en gros, de participer au pied de nez qu'on essaie de mettre en place, de dire en gros à la presse française, vous êtes des couillons. Vous êtes incapables d'écouter avec vos oreilles. Dès que vous voyez occitan, les clapets se rabattent et on n'écoute plus rien. Et on a eu ça il y a 2 ans, on a monté le live de ce répertoire et on a postulé aux Inouïs du Printemps de Bourges en hip-hop. Et on a su, donc on n'a pas été sélectionné, et on a su après coup, de quelqu'un qui connaissait des gens dans le jury, que le jury avait estimé qu'on n'avait pas postulé dans la bonne catégorie. Parce que c'était en occitan, il fallait qu'on postule en world. Et non, j'ai pas envie de valider ça. J'ai pas envie non, j'ai envie de gagner ma place là où elle doit être. Et elle devrait être sous l'étiquette rap, point. S'ils veulent mettre ça en rap de France, j'en sais rien, mais Oui, c'est avec un S de pluriel. et du coup, effectivement, comment dire, le détour par l'étranger, déjà de sortir le disque, c'est une première étape. Ça permet d'avoir une approbation extérieure de pairs qui sont reconnus en France. Donc j'attends de voir maintenant comment ça va faire son chemin. Dans la presse qui connaît déjà le label pour ses autres sorties. Après, en dehors de l'article de Libé, il y a eu quelques articles intéressants. Je ne sais plus lequel c'était, mais il y a eu un article qui disait en gros, je ne comprends rien à ce qu'il dit, mais j'ai écouté la musique et voilà ce que j'ai entendu. Voilà, une critique musicale. Moi, ça me va, ça. Ça, voilà, c'est juste reconnaître qu'il y a une incompréhension qui est la réalité, sans émettre de jugement et écouter de la musique. Ça, c'est super. Mais toujours est-il que pour répondre à ce que vous dites, de contourner le truc, je pense que vraiment notre coup le plus gros qu'on est en train de préparer,
c'est que du coup, moi, à travers les échanges avec Fake Four, j'ai rencontré deux jeunes Navajo qui viennent d'Arizona, qui ont grandi en réserve et qui font du hip-hop. J'ai essayé d'amener le rappeur Clint à rapper en Navajo. Il m'a dit oui, mais finalement, il n'a pas fait. Donc, j'ai rien dit. Je garde quand même des cartouches sous le coude, puisqu'on a plusieurs projets ensemble. Mais toujours est-il que du coup, il y avait cette envie entre eux et moi de faire un EP, 4 ou 5 titres ensemble. Moi, je me suis dit, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire là-bas. J'ai envie d'y aller. Donc, Amik me dit, mais si tu vas, je viens, et on filme. Et Francis, du coup, mon manager, pareil, il dit, mais si vous y allez, on y va, et on organise une tournée avec Fake Four. Ok, donc je me dis, c'est très bien, mais ça fait quand même beaucoup de frais pour un truc qui est cool. Mais est-ce que ça a une valeur au-delà du cercle direct? Je ne suis pas sûr. Donc, j'ai réfléchi. Et je me disais, mais alors avec ces éléments, comment on pourrait faire un truc qui vraiment soit fort? Et j'en suis arrivé à la conclusion, je leur ai proposé, donc là, ce projet est sur la table, on commence à le rédiger. En gros, on va essayer de tourner un documentaire dont je serai le présentateur et qui irait voir les différents artistes du label aux États-Unis, donc peut-être aussi au Canada, qui me présenterait en filigrane en tant qu'artiste, puisqu'il y a pas mal de ces artistes avec lesquels je vais collaborer. Donc l'idée, c'est pas de montrer moi en tant que Rodin, l'artiste qui fait des collaborations, mais plutôt vraiment de faire des interviews sur la question que j'ai réussi à synthétiser, qui est quand on est issu ou membre d'une minorité dans un pays qui ne veut pas nous voir ou au pire veut nous voir disparaître, comment on résiste et comment on reconquiert notre place dans le présent à travers le hip-hop. Mhm. Et je suis Voilà. assez fier de cette synthèse parce que c'est quelque chose qu'on pourra décliner en plein d'endroits. Le hip-hop a ceci d'intéressant, c'est que c'est une culture ultra locale. On a du rap en napolitain, on peut le trouver dans plein d'endroits différents. Et du coup, donc là, on serait 3 structures à produire ce documentaire. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, si on fera plusieurs épisodes, si ça sera un long docu. Moi, je pense que plusieurs épisodes, ça peut être cool. Mais toujours est-il que je me suis dit qu'il ne fallait pas s'interdire de voir les choses en grand. Et on est en train aussi, petit à petit, via un réseau personnel, d'essayer de contacter Netflix aux États-Unis pour le distribuer directement chez eux. Waouh. L'idée étant que dans ce docu, il y aura des gays, il y aura des Amérindiens, il y aura des Hispaniques, il y aura moi, il y aura d'autres gens. Tout le monde parlera dans sa langue, donc ça sera des interviews en anglais, en français peut-être si on va voir à la claire ensemble au Québec, puisqu'ils sont dans une situation intéressante aussi. Et moi, je ferai les voix off en occitan. Et puis voilà. Et si ça se fait, ben, je pense qu'on aura réussi quand même à prouver un peu à pas mal de gens qu'ils ont du caca dans le cerveau, quoi. Enfin, On ne peut pas se servir de cette phrase comme conclusion, pourtant on approche. Vous pouvez la mettre en citation sur YouTube Ah pour ouais, je sais pas. amener les Non, gens. non, attends, on va mettre un bip, comme il y a parfois dans les censures. Alors, euh, merci Rodin, c'était très, très complet. On a bien. Un plaisir. Ben ouais, mais du coup, je Alors, sais j'ai pas pas, pu parler de tout, de veille, j'aurais pu parler de Debs aussi, mais Angèle le fera à ma place. mais je sais pas, on a du coup peu de temps pour je sais pas, poser des questions, intervenir. Moi, j'ai cours dans quelques minutes, là encore. Euh, je, je voudrais faire remarquer que le fait d'incarner la poésie, c'est d'abord quelque chose qui, je ne sais pas si c'est très occitan, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire de la poésie occitane à travers des auteurs qui ont, comme on dit, pratiqué l'autodiction, c'est-à-dire qu'ils ont prononcé leur texte devant un public.
Et comme ça, on peut remonter à Pierre Goudouli à Toulouse, Jasmin à Agen, dans la France entière. Et puis au 19e, on en a plein. Et jusqu'à Serge Pey. À Marseille. Oui, vous avez aussi à Marseille, on a Serge Pey qui incarne ces textes en français dans d'autres langue. Donc, Jean-François Mariotte aussi, il y a une vraie tradition. Là, je crois que ça a du sens. C'est juste un commentaire, puisque je m'occupe un peu de littérature. Les étudiantes, est-ce que... C'est très féminin, ouais. Ouais. C'est la relève. Les étudiantes, donc quelque chose à... Non, Si. Gâte. C'est pas forcément une question, mais juste, je trouve ça vraiment très chouette que vous fassiez plein de choses différentes, que vous vous arrêtez pas à la musique ou à la poésie, que vous soyez par exemple bricoleur, ou que vous partiez sur l'idée d'un documentaire ou quoi. Enfin, je trouve ça juste très très cool de tester plein de choses différentes. Voilà. Ben, merci. Ouais, après, c'est quelque chose qui, même à l'école, me gênait en fait. Hein. Je trouve que comme le système est foutu, on nous demande au collège de savoir ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie. C'est absurde. Et surtout, comment dire, c'est ultra réducteur. On est tous des êtres capables de s'adapter. On est surtout, ce que j'espère, moi, c'est continuer à apprendre des choses aussi longtemps que je pourrai. C'est complètement, ouais, c'est très dommage de se dire à un moment donné, j'ai tout appris et je vais faire ça pendant toute ma vie. Mm. Surtout maintenant, je veux dire, le CDI, ça veut plus rien dire. Il faut savoir s'adapter. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi de découvrir des nouvelles choses et de se dire, ben, je vais quand même le faire, même si je suis pas forcément spécialiste. Je vais le faire avec ce que j'ai au départ et je vais affiner ce que j'ai, je vais apprendre. Et c'est un peu ce que je pense que j'ai vraiment continué à faire, que je faisais quand j'étais petit déjà, de bricoler des trucs et de ne pas m'empêcher de le faire parce que j'étais pas forcément... Enfin là, par exemple, je fais des interventions dans des écoles primaires et j'ai pas mal paradoxalement, de petits qui me disent ouais, mais je sais pas dessiner. Et je dis mais si tu sais dessiner. C'est juste que tu crois que tu sais pas dessiner selon une échelle de standard, mais en fait, donc j'essaie de les pousser à dire bah, c'est pas parce que tu n'as pas forcément l'approbation de tout le monde que tu dois pas le faire. Au contraire, je pense que ouais, je pense que j'ai envie d'apprendre encore plein de choses je sais plus qui c'est qui disait ça. Le vieux monsieur, hein. Il disait, on Ouais. reste jeune tant qu'on apprend en fait. Mais je crois que c'est une philosophie de la vie. Pour ma part, le métier que je fais, il consiste encore à apprendre des choses et j'espère bien continuer le plus longtemps possible. Enfin voilà. Mais Enfin, en tout cas, voilà, si là vous êtes dans une filière, c'est pas moi qui voulais vous dire ne faites que ça pour le reste de votre vie, quoi. Je peux confirmer qu'on peut faire autre chose mais longtemps après. oui, on voit pas Annie, mais c'est vrai. Oui, j'ai un certain âge. Alors, moi, j'ai une question, mais alors vraiment très, très terre à terre. Vous avez dit que vous vendiez encore des cassettes. Vous Oui, trouvez des clients pour ça, alors là, c'est rien du tout, mais oui, bah en fait, c'est aussi parce que j'aime bien les objets et j'aime bien leur donner une valeur. d'accord, ouais, c'est l'objet Mais plus c'est, que enfin, voilà, l'usage. pour donner une ordre de proportion, là j'ai fait 50 cassettes, 200 vinyles et 1000 CD. Donc ça reste quand même le CD qui reste le plus vendu, mais des cassettes. Et en plus, c'est lié au fait que le disque sort sur un label américain de hip-hop alternatif et c'est un petit milieu où ils aiment bien les cassettes encore, en fait. Donc, D'accord. je me suis dit que j'allais en faire quelques-unes et on en avait fait pour UA aussi, mais on en avait fait moins. On en avait fait 20 et je crois qu'on en a vendu 17. Donc, il y a encore des gens qui ont des vieilles voitures aussi, hein, Ouais. et Ouais, c'est vrai. des postes cassettes. C'est pour ces gens-là. Bon, pas plus. Bah, merci
Rodin Kaufmann. Ja, Ja. On va clore là. Alors, c'est enregistré. Je vais arrêter l'enregistrement. et alors juste moi j'ai une question avant Dis. qu'on enregistre. Concrètement, en quoi consiste votre formation dans cette filière? Alors, en fait, c'est un master qui... les étudiants, il y a deux parcours arrivés en ME2, deux orientations. Soit les gens qui privilégient une voie académique de recherche qui peut se faire en littérature, en linguistique, en civilisation, en plein d'aspects. Soit des gens qui s'orientent vers la vie culturelle, l'animation de la vie culturelle en Occitan. Et ensuite, donc, c'est des métiers qu'on va retrouver au sein d'associations, de structures qui valorisent d'une façon ou d'une autre la culture occitane et son patrimoine. Donc, on forme depuis quelques années comme ça des étudiants qui... bon, c'est vrai que c'est le milieu associatif qui est le plus gros, qui absorbe le plus d'étudiants. Voilà. D'accord, bon, très bien. Ben, voilà, comme j'ai une association en développement, je demandais ça à tout hasard. Mais tout à fait. Alors là, j'arrête l'enregistrement.